Bonsoir Eric Darche. Bonsoir Jinkyo. Ce soir, tu vas tâcher de répondre, ou en tout cas de donner des éléments de réflexion pour savoir qu'est-ce que l'esprit scientifique. Je te laisse la parole. Alors voilà, le thème de ce soir, c'est qu'est-ce que l'esprit scientifique? En fait, c'est important de se poser la question parce que ça soit à titre personnel, que ça soit à titre professionnel pour moi, parce que je suis naturopathe hygiéniste, donc mon métier m'amène à donner des conseils, hein, puisque on n'est pas médecin, mais on peut donner des conseils de santé. Mais que l'on soit médecin, que l'on soit thérapeute, peu importe le titre, ou bien que l'on soit juste une personne lambda, c'est-à-dire un consommateur classique, euh, est-ce que la notion de science est quelque chose d'important? Eh bien, en fait, qu'on le veuille ou non, on est bombardé du matin au soir par des assertions, on dit ça, hein, le fait de Oui. dire quelque chose. Et, euh, et en fait, on prend tout pour argent comptant. Alors, moi, la science, je ne la critique pas. Globalement, je suis au contraire un fervent défenseur de la science. Je trouve que la science euh, a un rôle très important à jouer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on dit qu'avant, c'était la religion euh, qui était au centre de nos vies. Aujourd'hui, la religion, ben, c'est la science. Le problème, c'est que est-ce que la science sait tout? Et lorsqu'elle ne sait pas quelque chose, est-ce que elle reste en, comment je veux dire, est-ce qu'elle modère ses propos? Est-ce qu'elle dit je ne sais pas? Est-ce qu'elle avoue qu'elle ne sait pas? Est-ce que quand la science a des zones d'ombre, est-ce qu'elle avoue? Ou bien est-ce qu'elle fait fi de ne pas se rendre compte que la science a quand même des limites, même si aujourd'hui la science est beaucoup plus performante qu'il y a un siècle en arrière. Donc, est-ce que la science ou est-ce que les scientifiques sont capables de reconnaître à un moment donné, lorsqu'ils ont atteint euh, une limite, et cette limite peut être réductrice dans une affirmation péremptoire, par exemple. Donc, c'est déjà ça. Mais le plus gros des difficultés ne vient pas de les limites de la science, parce que aujourd'hui, si on se référait à la science authentique, à la science euh, en relation avec les connaissances d'aujourd'hui, on n'aurait pas vraiment à se plaindre. Le problème, c'est que il y a des interprétations de la science et c'est dans les interprétations de la science que peuvent s'immiscer, peut s'insinuer des conflits d'intérêts. Et vraiment, c'est le cœur du problème et c'est aussi le cœur de cette petite vidéo. Alors déjà, je suis allé tout simplement dans le dictionnaire pour voir qu'est-ce que dit le dictionnaire de, du terme scientifique. De la science. La science, là, en latin, c'est scientia, S-C-U-N-T-I-A, qui veut dire connaissance. Est-ce que l'on sait, pour l'avoir appris, ce qu'on tient pour vrai au sens large? L'ensemble des connaissances, des études d'une valeur universelle, caractérisée par un objet, un domaine, et une méthode déterminée, fondée sur des relations objectives vérifiables, sens restreint. Donc, grosso modo, la science, c'est ce qui a été reconnu comme une vérité qui est vérifiable parce qu'elle peut être répétée, démontrée de multiples fois. Le problème, c'est que, comme je viens de le dire, la science aujourd'hui est de plus en plus dévoyée et je n'hésite pas à utiliser ce mot. Il faut savoir que lorsque des scientifiques veulent valider une information, une découverte, ils doivent le paraître, le publier dans une revue scientifique
pour avoir l'avis de leur pair, PAIRS. Alors, voilà ce qu'on dit. La validation scientifique et les dérives de la science. Pour qu'une information soit scientifique soit validée, il faut que cette dernière soit publiée dans une revue officielle, synonyme de sérieux et de notoriété, et vérifiée par un comité de lecteurs composé de ses pairs, PAIRS. Personnes de même fonction, comme la revue de Lancet. On peut alors se demander comment se fait-il qu'avec un tel protocole aussi rigoureux, des informations faisant fortement polémique dans le monde scientifique sont tout de même validées dans les faits. C'est assez incompréhensible parce que d'un côté, on a toutes sortes d'études. Par exemple, on sait que lorsqu'on veut sortir un médicament, il y a toutes sortes d'études qui doivent être prouvées, doivent être démontrées. Il y a aussi donc un comité de scientifiques, on appelle ça les pairs, donc des scientifiques de même niveau qui doivent donner leur avis. Et malgré toutes ces précautions, on voit très souvent des scandales, parce que les scandales, lorsqu'ils sortent, il faut savoir que c'est une infime partie de la réalité des scandales qui devraient... grosso modo, tous les scandales qui sortent, ça ne veut pas dire pour autant que tous les sujets scandaleux ont été révélés. C'est qu'une infime partie qui sort pour XX raisons. Donc, on peut se demander comment se fait-il qu'avec tant de verrous, avec tant de filtres, on a des surprises, des fois, comme quoi, avec le Mediator, par exemple, un médicament qui a été à l'origine de nombreux décès. Alors, il faut s'intéresser, par exemple, à l'ancien chef du personnel du New York Times, dans un discours à ses collègues journalistes, alors qu'il prenait sa retraite, qu'il allait prendre sa retraite. Alors, je préviens de suite, le propos qui va être cité est un propos qui est assez sévère par rapport aux journalistes, mais je précise que ce n'est pas parce que ce discours est sévère que tous les journalistes sont dans le même lot. Mais c'est quand même intéressant pour un ancien chef du personnel du New York Times d'entendre cette affirmation. Le travail du journaliste consiste à détruire la vérité, à mentir sans réserve, à pervertir, à avilir, à ramper au pied de Matemon et à vendre son pays et son peuple pour gagner son pain quotidien. Vous le savez, comme je le sais, alors qui peut parler de presse indépendante. Nous sommes les pantins et les vassaux des hommes riches qui se cachent derrière la scène. Ils tirent les ficelles et nous dansons. Comme j'ai prévenu tout à l'heure, à cet instant, ce message est peut-être très sévère envers les journalistes. Donc, je sais très bien qu'il y a des journalistes comme Élise Lucet qui sont très rigoureux. En l'occurrence, cette journaliste est très rigoureuse. Ceci dit, il y a beaucoup de journalistes, par peur de perdre leur travail, acceptent de divulguer des informations dont ils ont la conscience que ce n'est pas toujours très juste, mais ils le font pour des raisons personnelles, souvent. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que si on considère que seule la science, seuls les scientifiques peuvent jouer le rôle d'arbitre, eh bien, on est en droit de se demander comment peut-on faire si justement cet arbitre peut être acheté à certains moments, comme peut être acheté l'arbitre dans un match de foot. Et je voudrais citer d'ailleurs un post que j'avais trouvé. C'était sûrement un scientifique qui avait défini, selon lui, quel devrait être le rôle de la science. Il proposait que la science devrait se composer comme une hypothético-déductive, c'est-à-dire une formulation qui émette la possibilité qu'on puisse investiguer dans telle ou telle direction. Alors, avant d'avoir la preuve d'une chose, tant qu'elle n'était pas démontrée, elle reste à la fois potentiellement vraie et potentiellement fausse. Tant que, si moi j'affirme quelque chose,
tant que je n'ai pas fourni les preuves, c'est 50% vrai, 50% faux. Donc voilà ce que lui, il pense que la science devrait, comment la science devrait se définir. La science, c'est l'accord entre l'imagination et les faits. J'ai une idée et je dois la vérifier. Je dois vérifier les faits. Ce n'est ni un pur empirisme, une collection de faits qu'aucune idée ne relie, ni un pur rationalisme, une série de spéculations intellectuelles sans réalité factuelle. La science, c'est schématiquement, j'imagine un, deux, j'expérimente ce que j'imagine soit conforme aux faits, j'expérimente ce que j'imagine et il faut que ça soit conforme aux faits. Trois, si le résultat de l'expérimentation est oui, ce que j'imagine est possible. Si c'est non, ce que j'imagine est faux. Donc la synthèse, j'imagine, j'expérimente, si oui, si non, et ensuite on fait une démonstration. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que là, on est sur un protocole qui est hyper carré, hyper rigoureux. Mais malheureusement, dans les faits, ça ne se passe pas toujours comme ça. Alors, au début de cette petite intervention, je me demandais, je me fais un peu l'avocat du diable, s'il n'y a pas des intervenants, des lobbies qui auraient intérêt à façonner la vérité. À façonner la vérité, par exemple, comme le mythe du cholestérol. Et ça, c'est intéressant parce que je cite par exemple le docteur Michel Delorgeril et le professeur Philippe Evin qui ont démontré qu'à propos du cholestérol, comme quoi le cholestérol en excès boucherait les artères et serait à l'origine de problèmes cardiovasculaires, eh bien, d'après ces deux médecins, il s'agit en l'espèce d'une vraie farce scientifique. Cette vraie farce scientifique, elle a été commanditée, entre guillemets, par l'industrie pharmaceutique qui a exploité cette illusion pour créer le plus vaste marché de médicaments au monde. D'après ces deux médecins et leur longue expérience conjuguée à l'étude de nombreux travaux de recherche, le cholestérol ne contribue pas à boucher les artères, à augmenter les risques d'infarctus ou d'accident vasculaire cérébral. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des médecins de haut niveau, tels que des chercheurs de l'école de Harvard aux États-Unis, qui lui ont emboîté le pas et qui disent qu'il n'y a pas de lien factuel et que tout ça a été orchestré. Par contre, que le cholestérol puisse être à l'origine de troubles de santé, oui, mais dans certaines conditions, et je ne vais pas les énumérer et expliquer ça aujourd'hui parce que ça serait trop long. Par contre, ça pourra faire l'objet d'une vidéo. En tout cas, par exemple, si vous vous intéressez à un livre, il y a un livre qui s'appelle Vérité, mensonge et propagande aux éditions Thierry Soucard. Voilà, c'est ça, lanutrition.fr, et vous trouverez toutes sortes d'informations par rapport à ce mythe du cholestérol, comme quoi c'est l'ennemi numéro 1 de notre santé. Voilà. Et ces deux médecins précisent, partout dans le monde sont publiés des articles et des livres qui disent que la relation entre les maladies cardiovasculaires et le cholestérol a été établie sur la base d'études falsifiées dans les années 70 à 80. Et cette information est corrélée par une information. Alors là, je parle plus du cholestérol, mais des doutes et des liens étroits qui existent entre les lobbies pharmaceutiques, le lobby de l'agroalimentaire et la santé. Par exemple, dans le numéro du Lancet datant de 2015, son rédacteur en chef, Richard Horton, expliquait dans son article que la moitié des données scientifiques sur lesquelles s'appuient les pouvoirs publics et les médecins en vue d'informer le grand public seraient manipulées par l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique. Par exemple, il y a un médecin, alors c'est lui justement, le rédacteur en chef Richard Horton, qui explique: une grande partie de la littérature scientifique, peut-être la moitié, n'apparaît pas crédible, affligée d'études aux échantillons insuffisants, aux effets marginaux, aux analyses invalides et aux conflits d'intérêts flagrants, plus une obsession à suivre des modes dont l'importance est douteuse, la science a pris un tournant qui l'amène vers les ténèbres.
Et ensuite, il y a le docteur Marie-Angel, médecin éditrice en chef durant une longue période du New England Journal, qui déclare « Il n'est simplement plus possible de croire une grande partie de la recherche clinique qui est publiée, ni de nous fier au jugement des médecins fiables, ni aux recommandations médicales faisant autorité. Cette conclusion ne me fait pas plaisir et c'est une conclusion que j'ai atteinte lentement après 2 décennies en tant qu'éditrice au chef du New England Journal of Medicine. » Et elle précise « Il n'est guère plus possible de croire à la parole de médecins en vue, ceux qu'on appelle les leaders d'opinion qui se pavanent dans les congrès sponsorisés sur les plateaux de télé. » Et à ce propos, justement, Élise Lucet avait fait une émission sur France 2 à propos d'un leader d'opinion, un médecin qui organisait des congrès où il invitait de nombreux confrères pour leur partager les découvertes de l'industrie pharmaceutique à partir du cholestérol. Et on s'est aperçu qu'il y avait des conflits d'intérêts flagrants entre ce grand professeur de médecine et certains laboratoires pharmaceutiques. Ça, en tout cas, c'est ce que Élise Lucet avait laissé apparaître dans son émission. Donc, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à cette question, qu'est-ce que l'esprit scientifique? L'esprit scientifique devrait être quelque chose de rigoureux, puisque de la science découle énormément de choix, conscients ou inconscients, dans notre vie de tous les jours, que ce soit au niveau alimentaire ou que ce soit à propos des médicaments. Et si on n'est pas vigilant et qu'on prend la science comme arbitre sans vigilance, eh bien, on peut se retrouver à consommer des produits dangereux, que ce soit des médicaments ou des aliments. Alors, je ne suis pas non plus en train de jeter le discrédit sur tous les scientifiques ou sur toute la science en général, car personnellement, je connais des scientifiques hyper rigoureux et je travaille moi-même avec certains scientifiques. D'autre part, il y a des journalistes rigoureux, il y a des journalistes rigoureux, il y a des scientifiques rigoureux, il y a des politiques rigoureux, mais malheureusement, il y a aussi des scientifiques qui ne le sont pas, des politiques qui ne le sont pas et des journalistes qui ne le sont pas. Et malheureusement, ces gens-là arrivent à influencer la population, puisqu'il y a certaines lois qui découlent de ces ententes, des ententes qui ne sont pas des plus honnêtes. Voilà. Donc, ce que je propose, c'est d'observer une grande vigilance par rapport à beaucoup d'informations qui sont dites intègres. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rédacteur en chef du journal Lancet ou d'autres journaux que j'ai cités précédemment. Voilà, c'était une petite parenthèse sur une vigilance à avoir par rapport à tout ce qui est dit, tout ce qui est affirmé, être prétendu scientifique. Et pourquoi, pour moi, c'est un sujet important? Parce qu'en tant que naturopathe hygiéniste, lorsque je fais des recherches et que, par exemple, je me positionne sur le soja ou que je me positionne sur un complément alimentaire, eh bien, ou sur un aliment tout simplement, évidemment que je vais me référer à un article scientifique, à des travaux de recherche. Le problème, c'est que si ces travaux de recherche sont falsifiés, eh bien, mon affirmation et mes conseils seront falsifiés et seront erronés. Et, ce qui se passe en ce qui me concerne, c'est aussi vrai pour tous les naturopathes hygiénistes, c'est aussi vrai pour les professeurs, c'est aussi pour les médecins, et c'est aussi vrai pour tous ceux qui, comme on le dit aujourd'hui, sont des influenceurs, c'est-à-dire peuvent influencer autrui parce qu'ils ont un rôle professionnel ou parce qu'ils écrivent ou parce qu'ils font de la radio et de la télévision. Donc voilà, ce n'était pas du tout une vidéo à charge par rapport aux scientifiques, mais juste pour créer un certain équilibre et que l'on soit tous vigilants par rapport aux affirmations qui sont déclarées scientifiques officiellement, quoi. Voilà.